et ton invincibilité. On aura pour devise immortelle le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Oh, elle reste dans la tête, hein, cette musique. Hein, Pauline? Et oui, Jean, mais enfin, pour notre 3e épisode de Bye Bye Kingdom, ce serait plutôt plus de roi, la loi, la liberté. Plus de roi, la loi, la liberté. Ok, alors, les citoyens n'ont jamais eu autant leur mot à dire. Mais pourraient-ils décider de destituer le roi pour déclarer une république ? La famille royale fait partie de l'organisation constitutionnelle, administrative, politique et étatique de la Belgique. Son statut, lui, ne pourrait être remis en question que si on décidait de changer totalement de régime. Mais à part arrêter de manger du gras et de manger des carottes, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour changer un régime politique ? Alors, moi, je n'en sais rien, mais tu sais ce qu'on pourrait faire ? C'est demander à un spécialiste de la monarchie et de la politique belge, comme Christian Laporte, par exemple. La seule manière légale pour renverser la monarchie est d'instituer la République. Mais pour instituer la République, il faut qu'il y aurait à tout le moins une majorité de la population qui manifeste démocratiquement son adhésion à une autre forme de gouvernement, une autre forme d'organisation étatique. Et là encore, il faudrait respecter certaines règles. Alors, sur le plan théorique juridique, il y a 2 possibilités. La première, c'est l'hypothèse dite de la rupture. Alors concrètement, ça signifie que le pouvoir constituant originaire, c'est-à-dire simplement l'Assemblée populaire qui forme la Constitution, ferait donc table rase de cette Constitution pour en adopter une nouvelle et créerait ce qu'on appelle un nouvel ordre juridique. Pour nous expliquer le contexte de cette hypothèse de rupture, il nous faudrait un avocat. Justement, une fois n'est pas coutume, nous faisons appel, c'est le cas de le dire, à notre avocat spécialiste en droit constitutionnel, Nicolas Henry. Ça peut se faire pacifiquement, c'est aussi typiquement le cas des révolutions, etc. Donc la révolution belge de 1830, qui a donné lieu à l'intervention du pouvoir constituant originaire par le Congrès national, qui a rédigé la nouvelle constitution et qui a créé un nouvel ordre juridique, l'ordre juridique belge. Donc c'est un peu dans ce schéma-là qu'on pourrait se situer. Une révolution en Belgique, quelle drôle d'idée. Beaucoup de gens déjà n'ont pas forcément envie de s'emmerder avec une révolution, ils mènent leur quotidien pépère, ils sont peut-être pas forcément toujours d'accord avec la politique, mais ça les empêche pas de vivre, ça les empêche pas de dormir la nuit, je crois. La monarchie, franchement, les gens n'ont pas assez d'intérêt dans la monarchie que pour se révolter contre eux, quoi. Je pense qu'avec les révolutions qu'il y a eu avant, etc., les gens ont appris de leurs erreurs et il n'y aura pas une guerre physique comme il y a eu avant avec les révolutions, etc. Mais je pense que oui, il pourrait y avoir plutôt une crise politique. Le seul exemple qui me vient maintenant, limite, ce serait avec le Covid alors. Genre, si à un moment les mesures deviennent trop abusées, là on pourrait peut-être voir un truc, genre un soulèvement de masse ou quoi. Alors Christian Laporte, lui, est plutôt sceptique sur l'idée d'une révolution belge. Il est bien clair qu'on ne reviendra plus jamais en arrière. Il y a eu la révolution de 1789, il y a là des rois qui ont perdu leur tête, au propre et au figuré, et je ne vois pas revenir en arrière dans des régimes qui seraient alors plus autoritaires. Ce serait de toute façon plus possible aujourd'hui. Alors, outre la rupture, donc, le pays aurait une seconde option pour changer juridiquement de régime. Ce serait une intervention d'un autre type de pouvoir, mais alors une intervention qu'on appelle radicale. Oui, mais dans ce cadre, on ne créerait pas un nouvel ordre juridique, en fait, on modifierait l'actuel. Et pour ça, il faudrait faire appel à l'article 195 de la Constitution, qui, lui, permet de réviser. Mais c'est toujours au prix d'une procédure lourde en 3 étapes, Pauline. Première étape, il faut que la Chambre des représentants, le Sénat, le roi et son gouvernement déposent respectivement leurs dispositions pour réviser la Constitution. Et seules les dispositions communes aux 3 parties pourront constituer la déclaration de révision de la nouvelle Constitution. Attention, après, les chambres sont totalement dissoutes et il y a de nouvelles élections qui doivent être organisées dans un délai de 40 jours pour former de nouvelles chambres. Et à ce moment-là, 3e étape, un nouveau Parlement se réunit pour se charger de la révision constitutionnelle proprement dite. Une fois que celle-ci est rédigée, le Sénat et la Chambre des représentants se réunissent et doivent obtenir chacun une majorité des 2/3 pour décider d'adopter les nouvelles dispositions constitutionnelles. Ah là là, quelle histoire! Mais selon Nicolas Henry, une telle perspective, c'est assez improbable.
Mais évidemment, c'est très compliqué dans les faits de changer complètement de régime dans ce cadre-là, parce qu'en fait, il faudrait changer énormément de choses. Et tant sur le plan juridique que pratique que sur le plan politique, c'est évidemment très difficilement envisageable à mon sens. Ce qui serait, du point de vue de la théorie, le plus envisageable, ce serait une rupture alors complète avec l'ordre juridique actuel pour y faire succéder un nouvel ordre juridique et donc avec une intervention du pouvoir constituant originel. Alors, si cette hypothèse devenait, sait-on jamais, une réalité et qu'une république était instaurée, est-ce que le roi perdrait ses privilèges ? C'est une fonction qu'il remplit avec les moyens d'exercer cette fonction, quoi. Mais évidemment, si on reprend votre hypothèse de départ, qu'on change tout et qu'on passe dans un régime républicain, là, bon, évidemment, ce serait, on envisagerait difficilement que la personne qui était le roi auparavant dispose encore de privilèges liés à sa fonction de chef de l'État, puisque précisément, il ne serait plus chef de l'État, donc cela ne justifierait plus son statut. Bon, le nouveau président bénéficierait sûrement d'une partie de la dotation royale, mais dans quelle mesure ? Est-ce que finalement une république coûterait moins cher à la Belgique ? Dans le cas d'une république, l'équivalent de la partie financière d'une liste civile dans une monarchie, c'est le budget accordé à la présidence de la République. En France, on le voit, le budget du président ou de la présidente de la République, c'est la partie du budget qui est dédiée au fonctionnement de l'Élysée. Et un peu comme pour les dotations de l'institution royale, le budget il est soumis au contrôle annuel de la Cour des comptes et tout ce qu'il en fait, ça doit être transparent. Alors, dans ce cadre, on peut imaginer que les dotations royales seraient donc redistribuées au peuple. Et quant au palais, les options sont nombreuses. Oui, il pourrait, comme Versailles en France, ou comme, attention, c'est compliqué à dire, le Rovani Madagassikara, en fait, qui est l'ancien palais de la reine à Madagascar, il pourrait aussi être rénové pour accueillir un musée. Alors, il pourrait aussi être vendu, loué seulement pour des cérémonies officielles, ou encore être le siège tout simplement du nouveau gouvernement. Ouais, ou il pourrait être détruit en fait, comme le palais des Tsars qui avait été détruit par la Seconde Guerre mondiale. Ou alors, il pourrait aussi, à l'instar de l'ancien domaine royal de Tatoï en Grèce, être réhabilité pour concentrer commerce, hébergement, restaurants et ainsi augmenter l'attractivité du pays. Oui, surtout si la Belgique, ça se réduit qu'à une seule région. Il faudrait de l'attractivité là. Le palais pourrait-il accueillir, comme le palais royal d'Abomey au Bénin, un centre d'interprétation historique, autrement dit un lieu qui, à travers des expositions de croquis, cartes, gravures, photographies, permet de parcourir la mémoire du pays pour mieux en comprendre l'histoire. On pourrait en faire un musée. C'était quand même déjà un grand espace, on pourrait loger je ne sais pas combien de personnes là-dedans. Dans le centre, il y a beaucoup de sans-abri, donc imaginons on pourrait en faire un hébergement pour les sans-abri et je pense qu'on pourrait déjà en héberger pas mal. Je trouve qu'il ne faut pas être touché, parce que c'est de la culture et il faut s'en rappeler tout le temps. Ça fait partie de l'histoire, donc par exemple le transformer en boîte de nuit, ça n'aurait aucun sens. Moi, en tant que jeune, pour la vanne, j'ai envie de dire, on en fait une énorme boîte de nuit. Mais sinon, on en fait, je sais pas, un truc pour aider les sans-abri ou aider les personnes, les réfugiés, toutes ces personnes-là qui ont besoin d'un espace. Ou alors un musée aussi, ça peut être bien quand même. C'est quand même un beau bâtiment, ça peut intéresser beaucoup. Retrouvez tous nos podcasts sur Mammouth Media.